Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la mitigation des supply and demand, leur pertinence pour que vous puissiez utiliser uniquement les supply et les demand zones qui fonctionnent. En fait, donc ça va vous permettre de les trier, d'anticiper plus lesquelles vont être plus susceptibles à fonctionner et celles en fait qui vont simplement servir de mitigation et qu'on va ensuite traverser. Donc on va voir pas mal de choses. Ça va être un niveau un petit peu plus avancé, peut-être que d'habitude que je fais sur YouTube, mais c'est globalement accessible à tous si vous avez vu les précédentes vidéos et les précédents cours que je vous ai enseigné. N'hésitez pas également à me faire savoir à la fin du visionnage par exemple de cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a pas plu via le pouce vert ou le pouce rouge. C'est très pratique pour moi de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins pour au mieux aiguiller et cibler le contenu qui vous aide le plus et qui fait le plus progresser. Okay, donc voilà, c'est un super moyen de repère pour moi. Et la limite, ce qui serait encore mieux, c'est que vous puissiez m'écrire ou me faire parvenir dans l'espace commentaire ou via par exemple un mail ou quoi, les sujets de vidéo dont vous avez besoin, que vous souhaitez visionner, si cette vidéo vous a plu et qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo, qu'est-ce qui vous a fait progresser précisément. Comme ça, voilà, ça me permettra d'améliorer le contenu au fil du temps pour qu'il vous soit le plus bénéfique possible. Donc voilà, pour cette petite introduction très rapide, on va pouvoir donc passer à la suite. Donc comprendre la mitigation des supply and demand, c'est quelque chose d'assez complexe. Vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités, mais en préambule, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que des supply and demand, il y en a absolument partout sur le marché. Donc si vous voulez, on va absolument pas toutes les trader parce qu'elles ne vont pas toutes fonctionner en fait. Il y en a qui vont se faire traverser, et d'autres justement qui vont laisser place au retournement. Chaque demand, chaque supply a un degré de pertinence différent, donc on va voir ça également. Une autre chose à savoir, c'est que littéralement toutes les supply, toutes les demand, donc tous les points of interest vont avoir une réaction. Okay, tout le temps, on va avoir une réaction. Après, il y a deux réactions possibles. Soit on s'arrête un petit peu puis on la traverse, soit on a un retournement. En fait, on la touche et on part dans l'autre sens. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On verra lesquels, pourquoi et comment. Et également, on comprendra le rôle de chaque supply and demand pour être performant, pour être précis et pour bien anticiper le marché. Okay, donc voilà. Tout d'abord, il faut comprendre comment le marché se déplace. Okay, donc comment le marché se déplace, il va créer des mouvements et chaque mouvement, en fait, à l'origine de chaque mouvement, vous le savez, il y a une accumulation d'ordre ou une distribution d'ordre qui contient une petite manipulation. Okay, et donc une supply ou une demand, ce n'est rien d'autre qu'une manipulation de marché en interne. D'accord ? Et comme on l'a expliqué au préalable, la mitigation, c'est refermer ces anciens ordres qui vont être en négatif, et la smart money va aller de supply en supply, de demand en demand, comme ça. Okay, à chaque fois qu'elle va s'arrêter, ça va être sur une supply, à chaque fois qu'elle va s'arrêter, ça peut être sur une demand, mais toujours, elle va s'arrêter quelque part. Et elle va se déplacer de supply en demand, de demand en supply, en demand, en supply, en demand, en supply, etc. etc. Maintenant, vous verrez qu'il y a certaines supplies qu'on ne va pas toucher. Ok, par exemple celle-ci, il y en aurait d'autres à l'intérieur de ce mouvement-là qu'on n'aurait pas touché, qui n'auraient pas été refermées, donc mitigated, on appelle ça. Tandis que d'autres, vous voyez ici, fonctionnent très bien. Et d'autres également qui se font traverser. Ici, il y en aurait à l'intérieur qui littéralement, le prix s'arrête très peu de temps et continue. Donc on verra tout ça dans toute la vidéo et à la fin, vous comprendrez comment déterminer celles qui vont laisser place à un grand mouvement, sur lequel vous pourrez spéculer. Donc ça, c'était un schéma juste pour vous expliquer comment le marché se déplace. Donc maintenant, sur un vrai graphique, et donc ça c'est un vrai graphique, c'est exactement la même chose. Okay, à chaque fois où le prix s'arrête, que ce soit ici, que ce soit ici, c'est toujours sur une supply ou sur une demand zone. Donc vous voyez, ça c'est à chaque fois où le prix s'est arrêté. Donc je suis allé en interne pour raffiner tout ça et trouver la supply ou la demand sur laquelle le prix s'est arrêté. Et vous remarquez que c'est toujours pareil. Okay, toujours. Là, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire ? D'accord, il traverse, il vient faire des plus bas. Mais qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de cette demand zone ? On a une réaction. Donc ça, on verra ça par la suite. Vous allez comprendre pourquoi celle-là, par exemple, on ne l'utiliserait pas et comment on aurait pu trader ce mouvement baissier. Bref, on va voir tout ça par la suite. Mais d'abord, regardez et remarquez les réactions sur chaque supply, sur chaque demand. Ici, le prix revient sur, par exemple, cette toute petite supply qu'on peut voir à ce niveau-là. Il y a une réaction. Okay, ensuite, on vient faire des plus hauts. On a une réaction encore sur cette supply à ce niveau-là. On descend, hop, on va s'arrêter sur une demand en interne que je n'ai pas notifié. On part plus haut, on part refermer une supply en interne, une réaction, on s'arrête sur une autre supply, hop, puis ensuite on descend sur une demand en interne pour revenir sur la supply, avoir une réaction, et c'est uniquement ça. Et cette pluralité de supply ou de demand zone, c'est ce qui cause la perte de beaucoup de personnes, parce que évidemment, laquelle on va trader en fait. C'est ça qui est un petit peu compliqué pour beaucoup, ce qui est tout à fait normal. Il y en a plein, il y en a partout, elles vont toutes fonctionner plus ou moins, mais au minimum, on va toujours avoir une réaction. C'est pour ça que je vous répète encore et encore
que les supply and demand, les confirmations, etc., ça vient uniquement après la définition du biais. Parce que, si vous voulez, toute cette exécution du prix, lorsqu'il vient sur une demand zone ou sur une supply zone, c'est simplement pour exécuter un biais qui est donné. Et pour comprendre lesquels vont fonctionner, la définition du biais et l'anticipation du biais que va effectuer la smart money, c'est primordial. C'est ce qui nous permettra notamment de nous aiguiller et de cibler, trier les supply ou les demands qu'on va chercher. Donc encore un exemple à ce niveau-là. Donc vous voyez, hein, le prix il se déplace à ce niveau-là. Bon, on voit des mouvements de prix dans tous les sens. Ici on monte, tac, très bien, on casse, on vient faire des plus bas, etc. Et ben à chaque fois, c'est des supply ou des demand zones. D'accord? Regardez ça tout simplement. Là, le prix s'arrête, il s'arrête où? Il s'arrête sur cette demand. Alors oui, on ne vient pas faire des plus hauts, mais on a toujours une réaction, et c'est ça qui est pertinent. Donc c'est ce qu'on va voir en détail par la suite. Et c'est tout le temps pareil. Ici, le prix revient dans une demand avant de faire des plus hauts. Ici, il s'arrête, tu vois, sur cette demand avant, hop, de la traverser, mais il y a toujours un arrêt, ok, toujours, on revient sur la dernière supply, donc là on redistribue, on y viendra par la suite. Ici on revient dans la supply, très bien, on s'arrête dans la demand, on revient dans une supply, hop, on descend, on revient dans la supply, on s'arrête dans une demand, on revient dans la supply, hop, tu vois, on revient dans la demand avant de revenir dans la supply interne pour faire des plus bas. Et bref, c'est tout le temps comme ça. Il y aurait des millions et des millions d'exemples, en témoigne ce graphique. D'accord? Donc maintenant, on va rentrer dans la partie plus courte. Okay, donc je vous ai montré un peu les exemples et comprendre comment le prix se déplace. Et la conclusion qu'on tire à tout ça, c'est que oui, ok, le marché se déplace de supply en demand et de demand en supply. L'enjeu est désormais de savoir lesquels vont fonctionner et lesquels ne vont pas fonctionner nécessairement. C'est l'objet de ce qu'on va voir à partir de maintenant. Donc une demand zone qu'on a peut-être identifiée, est-ce qu'elle va laisser place à une accumulation, une distribution, ou alors une réaccumulation, une redistribution? En d'autres termes, est-ce qu'elle va laisser place à un retournement, okay, ou simplement à une continuation? Donc est-ce qu'elle va se faire traverser, ou alors on va avoir une réaction et justement un mouvement qui va en découler. Donc c'est imagé ici, okay, donc un retournement, bah, vous voyez on vient sur la demand zone, tac, on accumule avant de faire des plus hauts, tandis qu'une continuation, bah, on s'arrête légèrement et on continue à faire des plus bas. Donc ici c'est une redistribution, tandis que là c'est une accumulation. Lorsque la demand zone ou la supply zone va se faire traverser, c'est qu'il y aura une réaccumulation ou une redistribution, tandis que quand on a un retournement, c'est lorsqu'on aura une accumulation ou une distribution. Passons à la suite. Comme je l'ai dit, l'enjeu c'est d'interpréter et d'anticiper le rôle de chaque demand ou supply. Est-ce qu'elle va donc laisser place à un retournement ou est-ce qu'elle va laisser place à une continuation? Et une fois qu'on aura cette donnée, une fois qu'on aura créé notre biais, eh ben on aura tout construit, ok, on pourra littéralement chercher l'entrée pour spéculer sur le biais. Et chercher l'entrée, c'est quoi? Chercher dans la fractale biais la manipulation de marché qui se trouve dans notre demand ou dans notre supply, dans notre point of interest. Donc comme je vous l'ai précisé au préalable, il faut connaître bien évidemment le biais, ok, donc l'order flow. Est-ce que la smart money cherche à capitaliser sur ses positions acheteuses ou sur ses positions vendeuses? Donc en clair, est-ce que le marché va monter ou est-ce qu'il va chuter? Et si oui, comment, ok, sur quelle échelle de temps? Le marché peut très bien monter sur une échelle de temps en monthly, mais par contre chuter sur une échelle de temps en H4. Okay, donc ça c'est la fractalité du marché. Ensuite, on va prendre en compte la construction de la liquidité qui est absolument déterminante, mais également le momentum, okay, donc c'est-à-dire la rapidité des mouvements. Ils vont nous apporter des informations. Le placement de la supply ou la demand, on le verra tout à la fin de cette vidéo, c'est quelque chose de très important et très intéressant, vous comprendrez pourquoi. On va déterminer là où est-ce qu'il y a le plus ou le moins d'ordre, ok. Et je vais vous expliquer ce que fait la smart money parce qu'elle veut acheter le moins cher possible et vendre le plus cher possible. Donc ça, on y reviendra à la fin de cette vidéo, dans la dernière partie. Et enfin, ce qu'on va voir sous peu là, c'est ce qu'il se passe au niveau de la trading range qui va nous apporter des informations précieuses et beaucoup d'indications. Donc, globalement, dans un marché qui est baissier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez, hein, le marché, c'est pas simplement un high, un low, un high, un low, un high, un low. Non, ok, c'est pas aussi simple que ça. On a en interne des cassures de structure. Hein, vous voyez, ici, on casse des structures, mais l'order flow est toujours le même. Dans la fractalité, ça implique des cassures. Okay, mais globalement, le marché s'exécute de cette manière. Et donc, vous allez comprendre dans cette vidéo comment anticiper ces cassures également. D'accord? Vous allez comprendre que c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un marché qui est baissier, okay, donc un marché bearish. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce marché bearish? C'est que simplement, sur les 10 zones, oui, on va avoir une réaction, mais on va redistribuer. Tandis que sur les supply zones, ici, on va simplement distribuer. Okay, donc on aura un retournement sur les supply et on aura une continuation, si vous voulez, sur les 10 zones. Donc ça, c'était pour un marché bearish. Maintenant, on va passer à un marché qui est bullish, okay, donc un marché haussier. Et donc là, vous avez un marché haussier. Donc oui, il y a des cassures de structure interne, mais en soi, l'order flow est bullish. Okay, on crée des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Simplement, la smart money capitalise sur ses positions acheteuses. Okay, et donc à chaque fois, elle les protège pour effectuer des plus hauts. Et évidemment, hein, il y a de la liquidité, des mitigations qui sont effectuées, donc ça implique plein de cassures de structure. Mais globalement, l'order flow est bien bullish et la structure globale s'exécute. Okay, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Globalement, on a des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Maintenant, comment ça se passe? Comment est créé ce prix? Où est-ce qu'il rebondit, etc. De cette manière. Lorsqu'un high est créé, ça va être sur une ancienne supply, on va simplement la refermer, ça va prendre un petit peu de temps, on va réaccumuler, ok,
et effectuer des plus hauts. Donc si vous voulez, ces supplies ne vont pas tenir. Pourquoi? Parce qu'elles vont être traversées. Simplement, on va s'arrêter un petit peu, réaccumuler et partir. Okay, donc si vous tradez à chaque fois ces supplies en attendant des plus bas, ils n'arriveront jamais. Et par la suite, je vous expliquerai comment repérer donc les bons POI qui fonctionnent et se protéger très rapidement. Et globalement, voilà, à chaque fois qu'on s'arrête à un endroit ou à un autre, c'est toujours soit sur une supply, soit sur une demand. Toujours. Et quand le prix s'arrête, c'est simplement qu'il effectue une mitigation. Donc ça, on le verra juste après. Donc maintenant, dans cet exemple, vous voyez, vous avez un marché un petit peu plus développé à ce niveau-là, qui est un marché bullish. Oui, on casse cette structure interne, mais on s'en fiche, d'accord? Globalement, il faut comprendre l'ordre flow général. L'ordre flow ici est bullish. On crée des hauts de plus en plus haut. On aurait un low à ce niveau-ci, un high à ce niveau-ci, un low ici, un high, très bien, un low et un high. Ok, magnifique. Ce low, on pourrait le raffiner à ce niveau-là, mais globalement, on est bullish. Ok. Alors en interne, oui, il y aurait des structures internes qui sont cassées. Ok, c'est normal, c'est la fractalité du marché, mais on reste bullish. Maintenant, où est-ce que à chaque fois on rebondit? De cette manière. Ok. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que beaucoup probablement d'entre vous ont du mal avec les supply and demand, étant donné qu'ils tradent à chaque fois ces demands-là, à ce niveau-là, ici par exemple. Et à chaque fois, elles se font traverser. Et ce qui se passe, c'est que vous prenez une première position longue à ce niveau-là, boum, ok, soit c'est un trail stop ou alors même un SL peut-être. Vous recherchez des longues à ce niveau-là, on la traverse. On revient à ce niveau-là, on la traverse. Et c'est seulement celle-ci qui fonctionne. Et avant, vous avez essuyé 1, 2, 3 pertes potentielles ou à mon avis pas mal de break-even parce que vous avez le temps de vous protéger. Mais c'est ça qui pose problème. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer quel demand va fonctionner ou non. Ok, donc ça c'est important. Il y aura beaucoup d'éléments de réponse. Ça peut être un petit peu complexe pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Mais normalement, si vous suivez bien depuis le début de cette vidéo et vous avez regardé le contenu précédemment, ça devrait largement le faire. Ok, donc simplement soyez bien concentrés et tout va bien se passer. Donc qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois que le prix s'arrête, à chaque fois qu'on fait un petit retracement avant de continuer à faire des plus bas, c'est sur des supplies. À chaque fois qu'on redistribue ici, on s'arrête sur une demand et le marché vient de supply en demand, de demand en supply. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a absolument partout des supply et des demand. Ok, et ce qui est compliqué dans tout ça, c'est de savoir laquelle prendre, puisque il y en a une multitude, il y en a une pluralité. Il y en a ici peut-être où on ne serait pas revenu, il y en aurait au-dessus, il y en aurait peut-être à l'intérieur de ce mouvement-là, ici également, et ça peut induire à beaucoup à s'y perdre en fait, dans le cas où il y a une mauvaise compréhension de la fractalité. Donc ici, comment ça se passerait au niveau du marché? Tout simplement ça. Ok, la réelle demand qui serait intéressante, c'est celle-ci. Là où il y aura la grosse accumulation qui laissera place au gros mouvement haussier. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est des demands intermédiaires dans lesquels on va redistribuer à chaque fois. Okay, à chaque fois, on va avoir une petite réaction, on va redistribuer jusqu'à revenir sur cette demand-là avant d'effectuer des plus hauts. Alors maintenant, pourquoi celle-ci fonctionne et pas les autres? Ça, on va le voir également. Okay, donc, on va zoomer un petit peu dans le prix et s'intéresser à ces demand zones qui n'ont pas fonctionné. Donc, si elles n'ont pas fonctionné, c'est pourquoi? Parce qu'on a eu une continuation, qu'on les a traversées. On n'a pas eu, une réaction, un retournement comme on aurait pu s'y attendre, ou certains auraient pu s'y attendre. Non, là on a une continuation, on les a traversées ces demand zones, ok? On les a traversées. 1, 2, 3, ok? Donc ces trois-là, on va s'y intéresser. Comment a eu lieu cette continuation? Comment on va pouvoir l'anticiper? Et donc nous, en tant que trader, réagir à ça. Donc une des premières choses qu'on va vraiment porter attention, c'est l'action de la trading range. Donc l'action de la trading range, elle est d'une importance capitale. C'est un outil fabuleux à utiliser car c'est un des marqueurs principaux pour déterminer si on va simplement avoir une accumulation ou une redistribution. Et inversement, si on va avoir une distribution ou une réaccumulation. Ok, donc voilà, première chose. Ici, je vous ai zoomé en fait ce qui se passe à chaque fois dans ces demand zones. Ok, à chaque fois, ce qui se passe ici, c'est ça. On a une première accumulation, tac, suivie d'une distribution et on a une continuation. Donc très bien. Donc la signification de ça, c'est quoi? C'est tout simplement que premièrement, on va accumuler, donc on va effectuer une mitigation. Le premier mouvement, ça c'est une mitigation et c'est pour ça en fait que le prix s'arrête, on va refermer les anciennes positions. Okay, donc toutes les positions vendeuses qui ont été initiées par exemple à ce niveau-là, on va venir les refermer. Okay, donc pour les refermer, la smart money va devoir, comme c'est des positions vendeuses, elle va devoir acheter. Et pour acheter, il faut quoi? Il faut accumuler. Donc c'est cette première phase que vous voyez à ce niveau-là, okay, une accumulation. On vient créer de la liquidité vendeuse pour pouvoir acheter en face, simplement. Il faut avoir la contrepartie. Donc qui est-ce qu'on va liquider? Bien évidemment, ça va être des fonds, des entreprises, d'autres fonds, des banques et même quelques retail, même s'ils sont minoritaires, c'est la dumb money en général. Okay, donc la dumb money, c'est des fonds, des banques, etc. La smart money, c'est infime. Okay, c'est une toute petite partie des institutions. C'est très fin. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo sur qui est la smart money, qui est, je pense, extrêmement intéressante parce qu'elle vous montre avec des chiffres. Enfin, vraiment, vous comprendrez toute la logique derrière ça. Il y a un cheminement dans mes explications. Bref, vous comprendrez très bien qui est la smart money.
Dans la prochaine vidéo, on va également parler, du Bitcoin, ok. Alors dites-moi si ça vous intéresse ou pas cette vidéo, mais on parlera du Bitcoin, de la smart money en général, et je vous parlerai un petit peu de moi également. Je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer pas mal de personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont beaucoup apporté dans mon métier, parce qu'ils avaient un background assez étoffé, beaucoup d'expérience, et ils m'ont beaucoup apporté, et je leur en remercie d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Peut-être ce sera dans la prochaine vidéo et vous comprendrez pas mal d'autres choses. En attendant, vraiment la vidéo sur qui est la smart money, je pense que c'est vraiment primordial de la visionner pour que vous compreniez ce qu'on fait ici. Vous voyez tous ces mouvements qu'on analyse, qu'on essaie de comprendre. Dans cette vidéo, je vous explique qui réalise ces mouvements. Ok, je vous donne des chiffres, je vous donne des noms, etc. etc. Donc très bien. Comme je vous ai dit, on va venir accumuler ici puisque c'est une demand zone. Donc pour la refermer, pour effectuer la mitigation, on va accumuler. Et ensuite, on va distribuer. Okay, donc une accumulation suivie d'une distribution, c'est ce qui laisse place à une redistribution, et c'est ce qui implique la cassure de cette demand. Okay, donc cette demand, premièrement, on va la refermer, et ensuite la smart money va placer ses positions pour réaliser le mouvement qu'elle veut. Okay, donc ici, c'est un mouvement baissier. Et pourquoi je vous parle de cette fameuse trading range? Tout simplement parce que la transition entre c'est une accumulation qui peut laisser place potentiellement à des plus hauts et finalement en fait on va avoir des plus bas, c'est cette trading range qui joue le rôle de l'intermédiaire. Okay, donc toujours la transition, ça se passe par la trading range. Donc une fois qu'on a cette accumulation, on va faire très attention à ce qui se passe au-dessus de la trading range. Et après cassure de cette trading range, si on manipule dans l'autre sens pour récupérer la liquidité à l'inverse du biais haussier potentiel que vous pourriez avoir, et bien là ça vous montre tous les marqueurs qu'on va avoir des plus bas et que cette demand zone va être traversée. Okay, donc ça c'est un premier point. Tout ce qui se passe ici, on s'arrête, hop, et ensuite on va faire des plus bas. Donc dans toutes les dimensions zones que vous avez dû remarquer sur le marché, donc on va pouvoir aller en chercher, peut-être ça pourrait être intéressant pour vous. Hop, si on va par exemple sur NZD, USD, voilà par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait... on va prendre le trail que j'ai pris pour vous montrer ce qui s'est passé en interne, et à chaque fois le prix s'arrête à certains endroits, ok, et ça c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Tu vois, dans toutes les dimensions zones, le prix s'arrête, et c'est pas pour autant que je cherche des plus hauts. Ok, donc là en 20-15 minutes, ce serait plus pertinent. Ok. On remarque quoi? Eh bien, on remarque tout simplement que le prix, il part pas en ligne droite, si vous voulez. Ok, il s'arrête souvent. Sur cette demand zone, regarde ce que fait le prix. Ok. Premièrement, il vient effectuer la mitigation, il casse la trading range qui se situerait à ce niveau-là, il distribue et il laisse place à des plus bas. Et donc, c'est pour ça qu'en ayant cette compréhension, cette connaissance et cette prise en compte de la trading range, ça va vous éviter de trader des demand zones qui ne laisseront jamais place à un mouvement. Okay, donc celle-là, elle se fait traverser. Ensuite, on a une autre à ce niveau-là. Que fait le prix? Encore une fois, il s'arrête. Ok, regarde ce que fait le prix. Il accumule, très bien, tac, il redistribue et on a des plus bas. Ensuite, on va où? On va dans cette demand zone où le prix s'arrête donc en interne. Donc ici, voilà, c'est tout petit. On s'arrête dans cette demand zone à ce niveau-là également où, hop, on redistribue pour effectuer des plus bas. Ensuite, on s'arrête dans celle-ci. Okay, donc tu vois, le prix est impulsif dans les zones d'imbalance. Et ensuite, il revient dans celle-là. Okay, donc là, on a une demand zone. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Donc là, il faudrait aller en interne. On n'est pas sur la bonne time frame pour identifier ça. Mais en lower time frame, on verrait une accumulation suivie d'une distribution qui laisse place à des plus bas. Okay, et c'est en permanence comme ça. Et dans l'autre sens également. Okay, une fois que, regarde, le prix vient faire ce retracement, à chaque fois, il va ralentir dans les supply ou dans les demands. Ici, tu vois, sur cette supply ici, hop, tu vois, le prix ralentit très fortement. Et ici, il réaccumule tout simplement. Sur cette supply, qu'est-ce qui se passe? Tac, le prix s'arrête, il réaccumule et il fait des plus hauts. Ensuite, celle-ci, ok, qu'est-ce qu'il fait? Tac, le prix s'arrête, distribue, accumule et fait des plus hauts. Donc là, on n'est pas dans la bonne time frame pour identifier la réaccumulation, mais vous voyez le ralentissement. Okay, donc vous devinez ce qui se passe en interne. Et à chaque fois qu'on a une demand ou une supply, c'est toujours pareil. Okay, toujours pareil. Et comment on aurait pu anticiper que c'est cette demand zone qui va fonctionner? Ça, on le verra juste après. Okay, ça, vous voyez, comme je viens de vous l'expliquer, on redistribue sur toutes les supplies intermédiaires et les demands intermédiaires. Magnifique, boum, on redistribue. Tac, jusqu'à la demand initiale où là on a le mouvement qui part. Donc très bien. Donc concernant mon trade, c'était exactement pareil, okay, donc là on était un peu après, mais à chaque fois que le prix s'arrête, et ben là on était sur une ancienne demand zone. Okay, on s'arrête, boum, on accumule, on distribue, on fait des plus bas. Ici on s'arrête, on accumule, on distribue, on fait des plus bas. On s'arrête ici, on accumule, on distribue, on fait des plus bas. À chaque fois, ça correspond à une ancienne demand zone. D'accord? Donc pourquoi moi ici je ne me suis pas inquiété de voir ce gros mouvement haussier? Parce que je m'attendais à cette fameuse redistribution. Okay, parce que mon biais était baissier, tout simplement. Et je rigole pas, hein, regardez, si on dézoome, hop, ça intervient où? Très bien, hop, on a une demand zone qui se situe là-dedans. Okay, on a une demand zone qui se situe là, magnifique. Et c'est là où ça intervient. On a la mitigation, la distribution. Vous la voyez cette distribution. On n'est pas sur la bonne time frame pour l'identifier, mais vous voyez globalement la grosse mèche qui vient liquider ces highs. En interne, c'était des equal high. Donc on va y aller. Ce sera peut-être plus simple pour vous. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas que des confirmés. Il y en a qui débutent, donc c'est pas grave. C'est très bien d'ailleurs. Comme ça, hop, ce sera peut-être plus clair pour vous. Vous voyez, on crée des highs à ce niveau-là. Okay, alors là, même en 5 minutes, ce serait mieux. Voilà. Okay, ici, vous voyez, on crée des equal high qu'on vient liquider une première fois, une deuxième fois. Ici, on remanipule, on crée des highs. Entre ce high et ce high, c'est des equal high. La mèche qui vient les liquider et on a des plus bas. Okay, donc accumulation ici, distribution ici.
redistribution, et on revient faire des plus bas pour exécuter le biais tout simplement. Et ça, c'est obligatoire puisqu'on doit refermer cette demand zone. Okay, elle a été refermée via cette accumulation ici en interne. Et durant tout le trade, à chaque fois, on va s'arrêter. Vous voyez, sur des endroits précis. Regarde, ici on s'arrête encore. Là, on s'arrête où là? On s'arrête dans cette demand à ce niveau-là. Ok, hop, magnifique. On s'arrête dans cette demand ici. Accumulation, distribution, redistribution, on fait des plus bas. Et même ici, tu vois, là, on s'arrête un tout petit peu là. C'est léger, mais on s'arrête. Ça correspond à quoi? Ça correspond à cette petite mèche chez demand zone. La smart money a vendu avant d'acheter. C'est cette réaccumulation en interne. Ok, la smart money a replacé des positions longues en réaccumulant à ce niveau-là. Tu as un mouvement baissier avant un mouvement haussier que tu peux identifier par la mèche. Et ça, c'est des endroits négatifs qu'il faut refermer. Et qu'est-ce qui se passe pour les refermer? Un ralentissement, d'accord? Donc voilà, bref. Donc ça, c'est un trade que j'ai pris sur le plus long terme, okay. En intra-week si vous voulez, parce que j'étais en voyage, donc c'était plus pratique et commode de trader de cette manière. Donc voilà, un trade un peu plus long terme qui s'est bien exécuté avec un TP qui était surtout très bien défini en fait, pile poil au niveau de la liquidité sur l'order flow, on le touche et on repart de l'autre côté. Donc ça montre bien finalement, c'était mon trail stop qui ne s'est pas fait toucher. Voilà, donc très très bien. Peu importe, mais c'est pour vous expliquer que chaque demand, chaque supply en fait, va impliquer de la refermer et donc impliquer cette mitigation. Donc là, on rentre vraiment dans le détail du prix, mais c'est primordial. Ok, ce n'est pas simple. Comprendre le marché, c'est pas simplement on voit 2-3 structures, une demand, une manipulation, on achète. Non, okay, c'est beaucoup plus complexe. Il faut comprendre la notion de mitigation, la notion de fractalité du marché, construire son biais. On peut même y apporter du fondamental derrière, comme on le verra dans la prochaine vidéo avec le Bitcoin. Enfin bref, vous voyez. Donc ici, par exemple, je suis en ce moment en position sur GBP. CHF, bon, si vous voulez, j'ai eu toute mon analyse, donc c'est une analyse un petit peu plus long terme, parce que j'étais encore, vendredi, j'étais encore dans ma période en déplacement, donc là, ça bouge pas, étant donné qu'on est un jour férié aux US, donc c'est un peu ennuyant, mais bon, vous voyez cette analyse, donc c'est un trade que j'ai pris, qui est confluencé avec du fondamental notamment, et pour moi, la distribution que j'ai vue en interne pour confirmer une zone particulière, elle me montrait qu'il y avait des banques qui étaient en train d'entrer, ok, des grosses banques, bien évidemment, pas des petites banques, hein, mais je veux dire, type Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, etc., etc., Bank of America peut-être, comme on le voit dans la section qui est la Smart Money, ou même peut-être la Banque Centrale Suisse. Okay, donc ça m'étonnerait qu'elle soit intervenue à ce niveau-là, parce qu'elle n'avait pas besoin de réguler, elle avait fait son annonce sur les taux d'intérêt, donc elle n'avait pas nécessairement besoin de réguler ça, et en plus pas dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est pas elle qui est ici. Enfin bref, on n'est pas là pour expliquer tout ça. Ça, c'était une analyse avec la décision sur les taux d'intérêt, est-ce que ça pouvait impliquer sur pas mal d'entreprises et d'institutions, mais là on s'écarte du sujet de la vidéo. Donc vous comprenez désormais que évidemment on est obligé de s'arrêter sur chaque demand zone, hop, avant de les traverser. Donc très bien. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que comme on va s'arrêter à chaque fois, et ben vous trouverez toujours une accumulation. Okay, il y aura toujours une accumulation. Sauf que si vous rentrez à chaque fois sur ces accumulations, bah, c'est parfois suivi d'une distribution et donc vous allez vous faire sortir. Tandis que si vous faites attention à cette fameuse trading range, et ben vous ne vous ferez pas sortir, étant donné que vous allez anticiper qu'on va casser et faire des plus bas. Okay, donc au lieu de voir uniquement cette accumulation qui est dans une demand, vous allez vous dire, cette demand zone en plus elle est située à ce niveau-là, donc ça c'est ce qu'on va voir vers la fin de la vidéo. On a accumulé, oui, ok, donc ça il y a deux solutions. Donc la première chose c'est effectuer la mitigation, ça c'est obligatoire, et ensuite la deuxième possibilité c'est soit on effectue des plus hauts à partir de cette accumulation, soit on distribue juste au-dessus pour à l'inverse faire des plus bas, effectuer une continuation sur cette demand zone en la traversant. Okay, et là ça va impliquer justement de ne pas se faire sortir, de ne pas prendre une perte par exemple sur cette demand, sur cette demand, sur cette demand, et donc avoir des win rates qui sont très élevés. Parce que avoir des grands risk to reward, ça n'implique pas nécessairement d'avoir un faible win rate. Ok, ça c'est des affabulations, c'est faux. Non, si on comprend bien, on a un système de trading qui est absolument très poussé, après beaucoup de backtesting, beaucoup de travail sur ces datas, etc., à trouver ce qui marche le mieux pour nous, à chercher à comprendre les mécanismes de prix, s'intéresser aux prérogatives qu'ont les plus gros intervenants sur ce marché pour se placer, etc., vous pouvez aller très très loin et avoir un win rate absolument fabuleux avec des risk to reward très importants. Ok, tous les je considère avoir des performances qui sont très intéressantes, très pertinentes, et pourtant j'ai un win rate qui est très élevé. Pourquoi? Bah parce que bon, déjà premièrement j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est l'objet depuis le début notamment de cette année et la fin de l'année dernière d'un gros travail de ma part pour encore raffiner au maximum mon win rate dans l'objectif de multiplier le risque que je prends à partir du moment où j'aurai divisé par 2 mon drawdown maximal. Ok, donc bref, là on parle un peu de risque, mais c'est pas le sujet. Donc maintenant, une fois que vous voyez ça, une fois que première étape vous voyez cette mitigation, on vient refermer une demand zone, on passe au-dessus de la trading range, on distribue et on fait des plus bas, et bien ça c'est extrêmement intéressant comme supply zone pour shorter potentiellement. Okay, si c'est en confluence avec votre biais, ça va être magnifique. Pourquoi? Parce que ça, une redistribution, cette redistribution elle va comporter énormément d'ordre. Okay, et donc ça, cette supply elle va être très intéressante. Donc je récapitule, on vient sur la demand, première étape la mitigation, on referme cette demand zone, ensuite une phase de transition où il y a la cassure de cette trading range, on a la deuxième étape qui constitue une distribution, donc une accumulation d'ordre vendeur qu'on appelle une distribution.
et qui laisse place à un mouvement baissier. Et donc si vous voulez, cette supply qui émane en fait de cette distribution va être extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'ordres dans toute cette mitigation finalement. Et c'est ce qui implique que cette supply va être très pertinente quand l'order flow se situe assez proche. Ça c'est une supply que vous allez pouvoir utiliser qui a de très fortes probabilités de fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup d'ordres, mais évidemment on ne va pas la trader seul, il faut qu'il y ait toute une construction autour, qu'il y ait l'order flow qui soit défini, etc. Donc plus globalement, ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est simplement tout ça, ok? Ici, on arrive, on s'arrête, on effectue la mitigation, on fait des plus bas. On s'arrête, on effectue la mitigation, on fait des plus bas. Et donc on traverse au final toutes ces demand zones. Et le problème c'est quoi? C'est que si vous cherchez à chaque fois à trader ces demand zones, vous allez vous dire mais je ne suis jamais dans le bon sens du marché. Pourtant, je suis sur une demand et j'ai ma confirmation. Bah oui, pourquoi? Parce que vous allez voir une accumulation. La redistribution, comme on l'a dit, qui implique une cassure de cette demand, c'est d'abord une première phase d'accumulation et ensuite une phase de distribution. Et en faisant attention à cette fameuse trading range, ça va vous éviter cela et désormais, vous ne réaliserez plus de pertes qui seraient ici par exemple, ensuite une deuxième ici, une troisième potentiellement ici, ou alors des break-even ou des trail stop positifs probablement, avant de trouver la bonne position qui se situe à ce niveau-là. Une deuxième chose maintenant à prendre en compte, c'est que une fois qu'on va voir le mouvement aussi qui prend place, et ben on va s'y attendre que ça va se passer la même chose dans l'autre sens. Pourquoi? Bah tout simplement, à chaque fois, on va effectuer la mitigation et réaccumuler, donc distribuer sur les dernières supplies, accumuler ensuite pour réeffectuer des plus hauts. Et on va ralentir sur les anciennes supplies afin de les refermer, de les combler, de les vider. Donc on va arriver sur par exemple une supply qui est située là, hop, on va réaccumuler, faire des plus hauts, revenir sur celle-ci, s'arrêter, manipuler, réaccumuler, faire des plus hauts. Et ça implique quoi? Ça implique que si vous lisez uniquement les structures de marché, ce n'est pas bon. Pourquoi? Vous allez ici mettre votre trade stop à ce niveau-ci en pensant que ce low est protégé parce qu'on aurait un low et un high. Ce n'est pas pertinent, ça ne va pas fonctionner. Le marché est plus complexe que ça, bien évidemment, et là, vous y avez une introduction dans cette vidéo. Après cette vidéo, vous allez pouvoir anticiper ce genre de cassure de structure. Pourquoi? Bah tout simplement parce que vous allez voir cette supply, par exemple, qui s'est située à ce niveau-là, vous avez un biais qui est haussier, pour vous, le marché va devoir effectuer des plus hauts, et pour effectuer des plus hauts, bah, ça va impliquer de placer des ordres acheteurs et donc de réaccumuler. Et on réaccumule où? Sur les supply zones. Donc si vous êtes dans un trade, vous avez trouvé un trade à ce niveau-là avec une entrée ici par exemple, et ben le management de votre trade va être en conséquence de cette prise en compte. C'est-à-dire qu'on va pas mettre notre trail stop à ce niveau-là parce qu'on sait très bien qu'on va se faire sortir. On va anticiper qu'un retracement va prendre place, ok, parce qu'on a un ortho qui est haussier, mais cette distribution, on sait très bien qu'elle ne va pas laisser place à un mouvement baissier, ok, non. Pourquoi l'order flow est haussier? Donc si on a une distribution, très bien, ok, peu importe, on laisse faire. Derrière, simplement, il y aura une accumulation qui va s'en suivre et le mouvement aussi, et on aura une réaccumulation. Et ça implique du coup de laisser place à une demand zone qui est très intéressante. Elle est très pertinente parce qu'il y a beaucoup d'ordre là-dedans. Le scénario qu'on va en tirer, c'est du coup, lorsqu'on a un order flow qui est proche, bien évidemment, on ne traite pas ça tout seul. Ça demande une certaine confluence dans son analyse. Et ici, au préalable, une compréhension du biais de la smart money, où on aurait par exemple défini un order flow à ce niveau-là. Et bien, cette demand sera très pertinente, étant donné qu'il y a beaucoup d'ordres. Le lot protégé se situerait ici. Donc ça, c'est les ordres qui vont être protégés par la smart money, étant donné que c'est là où elle a accumulé ses positions acheteuses la dernière fois en nombre. C'est la réaccumulation proportionnelle qu'on va appeler. La proportionnalité étant vraiment un cours très important, que c'est lui qui régit le marché dans son intégralité. Une taille d'accumulation ou distribution spécifique va laisser place à un mouvement spécifique également. Une accumulation d'ordre en 15 secondes ne laissera pas place à un mouvement daily. Ce n'est pas possible, ce n'est pas proportionnel. Donc ça, c'est quelque chose de très important également. Là, ce qu'on a vu, c'est les fois où justement on va avoir une demand, une supply qui est traversée. Okay, donc une continuation finalement. Donc cette continuation, on voit que c'est toujours causé par une réaccumulation, une redistribution, toujours. Mais nous, on va pouvoir y faire gaffe grâce à cette fameuse trailing range qui est un marqueur important pour anticiper cela. Okay, ce n'est pas la seule chose qu'on va regarder, parce qu'après cette partie sur la fameuse trading range, on va aborder d'autres sujets sur lesquels porter son attention. Ça, c'est vraiment un point qui est très important, c'est cette trading range. Maintenant, après avoir vu à chaque fois où les demands ou les supplies se font traverser, donc elles ne sont pas valides, on va voir celles qui fonctionnent. Okay, donc là, ça va être le retournement. Et le retournement est très différent de la continuation qu'on voit ici. Okay, donc cette continuation de structure, contrairement au retournement qui, lui, va être, on vient d'un mouvement et on repart d'un autre mouvement. Donc il y a un retournement, comme on peut l'appeler. Et c'est généralement ce que vous allez chercher pour intervenir sur le marché, à partir d'une zone prédéfinie qu'on va appeler point of interest. Qu'est-ce qui va se passer ici? Contrairement à la continuation, on ne va pas avoir une transition via la trailing range entre accumulation puis distribution, ou alors l'inverse, distribution puis accumulation. Là non. On va simplement avoir une première phase de mitigation, mais qui va faire également office d'accumulation d'ordre. Donc la smart money va placer ses ordres à ce niveau-là, en accumulant des positions, et c'est tout.
Elle ne va pas ensuite en accumuler à l'inverse, contrairement à la continuation qu'on a vue précédemment, où la première accumulation d'ordre fait simplement office de mitigation. Donc on voit très bien qu'au-dessus de cette trading range, il ne se passe rien. On n'a pas de manipulation, de placement de position à l'inverse pour effectuer un potentiel mouvement haussier. Là non, au contraire. Donc faire attention à la trading range va vous donner énormément d'indices. Et maintenant on va voir le placement des supply and demand pour déterminer pourquoi celle-ci ne fonctionne pas, pourquoi celle-ci ne fonctionne pas, pourquoi celle-ci ne fonctionne pas, et pourquoi c'est ces demand précisément qui fonctionnent. Okay, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste petite chose pour mettre en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ce high, il intervient où? Sur une ancienne supply. Okay, il intervient sur une ancienne supply, on réaccumule pour effectuer des plus hauts. Donc très bien, distribution, trading range, accumulation, plus haut. Okay, tout simplement. Maintenant, on va discuter du placement de la supply ou de la demand. Là, on se retrouve avec un marché qui est haussier. Ça, c'est un marché qui est haussier, vous voyez, au niveau de la structure du marché. Donc bien évidemment, la structure du marché, on ne la lit pas de manière abrupte. Là, on a les structures qui cassent ici, là, elles cassent en permanence. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que ici, on a un low, ici, on a un high, on a un low et on a un high sur le long terme. Le marché haussier, il se met en place. Alors oui, dans la fractalité, ça implique d'autres structures. Dans la fractalité, on aura un low, un high, 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 une cassure de structure avec un low ici, un high ici, un low ici, une cassure encore un high, mais ça casse dans tous les sens. Parce que la lower time frame exécute la higher time frame. Ce qu'il faut comprendre, c'est le biais général. Et ce biais général, il est haussier. Okay, on a un low ici, un high ici, point. Le low protégé à ce niveau-là, qui sera en confluence avec l'analyse en higher time frame. C'est bien différent que simplement des structures qui sont en ligne droite. Non, okay, le marché ne fonctionne pas comme ça. Le marché fonctionne plus de cette manière. Okay, comme vous pouvez le remarquer, c'est très fidèle par rapport à ce que vous devez voir tous les jours. C'est quelque chose comme ça, okay, où l'order flow se met bien en place avec un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, tout simplement. On voit que l'order flow est respecté. Low, high, low, high, low, high. Et si on lit les structures uniquement de manière abrupte, on dirait on est bullish, puis on est bearish, puis on repasse bullish. Puis on est bearish, puis bullish, puis bearish, puis bullish, puis bearish, et on est complètement perdu. Et c'est pour ça que si vous lisez le marché de manière abrupte, vous serez tout le temps en retard. Okay, encore un autre exemple de comment fonctionne le prix, c'est comme ça. Et l'order flow se met en place quand il est bien compris. Okay, parce qu'ici, l'order flow qu'il faut comprendre, c'est pas là on est bearish, puis là on repasse bullish, puis bearish, puis bullish, puis non. Ok, non. On anticipe tout ça parce qu'on a lu qu'il y a un low à ce niveau ici, un high ici, un low, un high. Et là, on s'attend à un low et un high pour respecter cette plus grosse order flow. Enfin bref, dans mon exemple, c'était pareil. Ici, je vous ai montré différentes demands. Donc, on a une demand qui se situe à ce niveau-là, on a une demand qui se situe à ce niveau-là, et une demand qui se situe à ce niveau-là. Comme vous pouvez le remarquer, je vous ai mis différents niveaux de pertinence. Je vous dis que celle-ci est très très pertinente, celle-ci n'est pas pertinente du tout, et celle-ci est assez pertinente. Alors vous allez vous dire pourquoi et comment on fait. Vous avez raison de se poser cette question, c'est très intéressant. Donc, premièrement, pour comprendre ce mouvement, comment il a évolué, il s'est découpé en plusieurs phases. Première phase, c'est une grosse accumulation initiale. C'est la plus importante. Ça, c'est l'accumulation de positions de la smart money, la plus grosse. C'est des positions qui vont être protégées en fait, parce que c'est là où le plus gros des positions a été placé. Et tout ce que vous voyez par la suite, c'est simplement la conséquence en grande majorité de cette grosse accumulation. Puisque ça, c'est la construction du prix, c'est quelque chose de très très important à comprendre. Il y a malheureusement une partie vraiment infime et très 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 rare sont les personnes qui savent réellement comment le prix est fonctionné au-delà de il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ou quoi, parce que ça c'est très général, ça veut rien dire. Non, comprendre réellement comment ça fonctionne au niveau du carnet d'ordre, des positions, comment elles sont placées et ce que ça implique derrière. Ici, là, dans ces mouvements aussi, là, il n'y a quasiment pas d'ordre. Ok, les ordres, ils sont ici. Là, pareil. Ok, les ordres, ils sont ici. Ils sont pas dans ce mouvement aussi. Ça, c'est simplement le carnet d'ordre qui décale pour exécuter des positions. C'est ce qu'on voit dans le lunaire 41. Et c'est ça qui implique en fait que l'imbalance va être mené à être rempli, tandis que les demands et les supplies vont être refermés. C'est ce qu'on a vu dans notre exemple tout à l'heure sur NZD-USD. Okay, donc on note que cette demand est très 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 pertinente parce qu'elle contient énormément d'ordres. C'est les ordres majoritaires de ce mouvement aussi. Okay, ils sont placés très très bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money achète peu cher et elle vend très cher. Maintenant, je vous dis que cette demand n'est pas pertinente et celle-là, elle est pertinente. Alors vous vous dites comment c'est possible? Là, on est passé baissier peut-être en interne, on a une structure qui est bearish, donc là vous vous dites c'est bizarre, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors je vais vous expliquer pourquoi, et ça c'est lié justement à cette fameuse notion de liquidité locale entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici en fait, vous voyez, on a identifié une distribution qui a pris place. Maintenant nous sommes haussiers, ok, on est bullish sur le marché, on a un order flow qui se situe à ce niveau-là. Le prix actuellement il est ici, et ça c'est quoi? Ça se situe où? Ça se situe juste en dessous de la trading range qui est là, ok? Et on sait très très bien qu'une distribution suivie d'une accumulation qui se situe en dessous de la trading range, c'est ce qui est une réaccumulation qui laisse place à des plus hauts. Et comme on est bullish, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, trading range cassé, on récupère la liquidité dans le sens du biais qu'on a, ça se passe pile sur la demand zone, et donc là, c'est très pertinent. Ça, c'est une demand zone qui est pertinente à trader. Elle l'est étant donné que la smart money, tant qu'elle le peut, elle va créer de la liquidité localement pour ne pas perdre de temps. Okay, elle va chercher à exécuter son mouvement le plus rapidement possible, entre guillemets, en réaccumulant à chaque fois sur les demands les plus proches, de cette manière. Okay, tu vois,
Donc là, on aura une distribution qui prend place à ce niveau-là, on casse la trading range, hop, on réaccumule sur la dimen la plus proche. Ici, pareil, on distribue, on casse sur la trading range, on accumule sur la dimen la plus proche avant de faire des plus hauts. Et c'est comme ça que le marché bouge en fait, et la smart money peut réaliser du mouvement. Et ce qui se trouve à ce niveau-là, c'est ce qu'on va appeler une dimen intermédiaire. Celle-là, c'est celle qui a le moins de pertinence. Pourquoi? Deux possibilités. La première, c'est la smart money va avoir assez de liquidité pour réaliser son mouvement. Elle a envie de réaliser du mouvement rapidement, c'est son calendrier, donc elle souhaite réaliser du mouvement. Et bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer de la liquidité localement, revenir sur la dernière dimen zone et effectuer des plus hauts. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus assez de liquidité, il y a un retracement qui est nécessaire, c'est en lien également avec son calendrier, donc elle va retracer, et ce, pour refermer toutes les positions jusqu'à la dimen initiale. Et celle-ci, en fait, elle se retrouve entre les deux. Le premier scénario, on viendra sur celle-ci pour faire des plus hauts. Le deuxième scénario, eh ben, on va venir sur l'initiale. Donc si un jour on vient jusqu'à ce niveau-là, vers cette dimen intermédiaire, eh ben, on va simplement la traverser, donc s'arrêter un petit peu, la refermer, casser la trading range, distribuer et la transpercer. On l'aura refermée. Mais c'est tout. Elle contient très peu d'ordre et justement, je vais vous montrer un exemple qui est pour moi, je pense, très intéressant. C'est une analyse que j'avais partagée à mes élèves. Je pense que c'est vraiment le meilleur exemple pour vous montrer ça, pour vous l'expliquer et que ce soit très clair. C'est un exemple sur GBP/USD. Ok, donc très bien. Donc le marché est rendu ici. À ce niveau-là, j'avais expliqué à mes élèves, justement, hop, j'aurais partagé l'analyse, j'essaierai de la retrouver et de vous la publier, qu'on avait ça. Okay, vous pourrez regarder la date, bien évidemment, c'était quand on était rendu là. Donc on avait des supplies, donc là vous voyez on a une multitude de supplies dans ce mouvement baissier entre ce high et ce low plus généralement. On a une supply à ce niveau-là également, parfait, on a même une supply ici, et ça c'est la supply initiale. Et donc, une fois que le marché est rendu ici, je leur ai dit on va s'arrêter là, réaccumuler, venir sur celle-ci, réaccumuler, venir sur celle-ci, réaccumuler, venir sur celle-ci, et effectuer des plus bas. Okay, donc toutes les supplies intermédiaires, que ce soit celle-là, hop, je leur ai dit qu'elles vont se faire transpercer, celle-ci également, donc elles vont se faire traverser. On va continuer jusqu'à cette supply qui, elle, aura un retournement. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre quelle supply ou quelle dimen va laisser place à une continuation et lesquelles vont laisser place à un retournement. Et regardez ce qui se passe. À chaque fois, vous voyez, on est très lent. Okay, on est très lent. Ici, on ralentit très fort. Donc là, on est très impulsif, on comble l'imbalance, on revient de cette supply, on est très lent. On vient la refermer. Une fois qu'elle est refermée, on la traverse. Donc là, encore une fois, on a une réaction. On va avoir une plus grosse réaction que ça même. Hop, vous voyez, on a une réaction, on referme, on réaccumule et on la traverse. Okay, on effectue la mitigation à chaque fois de ces supplies intermédiaires, mais on les traverse finalement. Ici, pareil, tu vois, on s'arrête pile poil sur cette autre supply, très bien, on crée du equal high, on liquide, ça c'est une mitigation, et ensuite on la traverse jusqu'à cette supply initiale, et une fois qu'on arrive à cette supply initiale, là on a le vrai mouvement baissier qui débute, ok? Ensuite on revient sur cette supply, on va faire des plus bas, après avoir créé assez de liquidité. Et ça c'est simplement lié à ça, ok? Ici cette dimen initiale, ça correspond à cette supply initiale qui contient le plus d'ordre, c'est là où il y a la plus grosse manipulation, et c'est là où toutes les positions short ont été injectées, et qui vont être protégées. Le reste, c'est que des réaccumulations, et donc ici des redistributions, comme là, 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 et ici, ok? Et donc elles contiennent beaucoup moins d'ordre. Donc la première possibilité, c'est que on continue localement, mais à partir du moment où je vois cette grosse accumulation qui est proportionnelle, donc qui fait place d'un cours très important, celui de la proportionnalité, on y apprend quelle taille de manipulation laisse place à quelle taille de mouvement spécifique. Et bien ici, je voyais très bien qu'on allait avoir un retracement complet parce que la smart money n'avait plus de liquidité disponible, enfin plus assez, et que ça impliquait ce retracement. Et vous voyez, ici, j'avais anticipé que toutes ces supplies intermédiaires seraient traversées et celle-ci ferait office de retournement. Et c'est justement ce vers quoi il faut tendre. Et c'est également l'objet de cette vidéo. Donc tant qu'elle va pouvoir, elle va faire des réaccumulations locales comme on l'a vu, ok. Mais au bout d'un certain temps, vous voyez, on va être overextended, ok. Donc on va avoir une overextension et ça va impliquer quoi? Ça va impliquer une distribution très importante à son sommet. Donc ça va être une importante prise de profit du mouvement haussier et le retracement qui va démarrer. Et ce retracement, il démarre et il a pour objectif de revenir jusqu'à la dimen initiale. Okay, donc jusqu'à la première dimen zone qui fait office de toute la grosse accumulation ou distribution sinon dans un marché baissier. Ici donc c'est une accumulation étant donné qu'on est dans un marché haussier. On aurait un low et un high à ce niveau-là. Tout ça c'est de l'interne, mais on s'attend à un order flow général qui est une protection de ce low et un order flow qui se situe à ce niveau-là. Okay, qu'est-ce qui se passe? On va venir sur cette ancienne réaccumulation. Tac, on va ralentir, on va freiner, on va la refermer, casser la trading range, distribuer, effectuer des plus bas, revenir sur cette ancienne réaccumulation, s'arrêter, ok, la refermer en accumulant, casser la trading range, distribuer, faire des plus bas. Et à chaque fois, en fait, tous ces anciens lots internes qui ont été créés, c'est de la liquidité, ok. Et on va aller en fait les chercher les uns après les autres jusqu'à cette dimen initiale où il y a énormément d'ordre. Une fois que tout aura été refermé, vous voyez, toutes ces manipulations ont été refermées. Ce mouvement baissier qui va être refermé via une mitigation,
celui-là également, parce que c'est des ordres qui sont à l'inverse du biais sur lequel la smart money cherche à capitaliser. Une fois revenu sur la demand initiale, on va effectuer une accumulation proportionnelle, une accumulation importante, avant d'effectuer des plus hauts. C'est celle-ci qui compte le plus d'ordre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money place la très grande majorité de ses positions à ce niveau-là. Tout le reste, tout ce qu'on voit ici, tous les gros mouvements impulsifs, c'est simplement le carnet d'ordre qui s'exécute, c'est la construction du prix, les mécanismes de création du prix. Mais les vraies grosses positions sont ici. Une autre chose à comprendre, pourquoi il y a beaucoup plus d'ordre à ce niveau-là, c'est tout simplement que cette accumulation, elle est en grande partie responsable de tout ce mouvement haussier. Tandis que ces réaccumulations à ce niveau-là, elles sont simplement responsables de ces mouvements haussiers internes, celle-ci, de celui-là. Et là où sont placés la majorité des ordres, c'est ici. Une fois qu'on est rendu là, toutes les positions à l'inverse du biais de la smart money, donc tous les shorts qui ont été initiés, ils vont être sortis. Donc il va rester plus que les positions longues sur lesquelles la smart money cherche à capitaliser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les positions acheteuses, en fait, vont être dans le bon sens, donc ils vont les laisser intactes. Il y a une prise de profit qui aura été réalisée, mais il reste une grosse partie des positions. Tous les shorts ont été sortis, et donc là, maintenant, le nouveau mouvement va pouvoir commencer, et il va mettre toutes ces anciennes positions en profit. Et c'est pourquoi ce retracement est si ample, si complexe et si complet en fait. Maintenant, une fois que le mouvement va prendre place, là on remarque quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Le mouvement, ça va pas être une ligne droite, Et non, on va s'arrêter à chaque fois sur les supply, très bien réaccumuler, ou alors freiner au minimum, réaccumuler, en freinant d'abord, puis ensuite en réaccumulant. Ici pareil, on va freiner légèrement, donc des fois c'est encore un moins gros que ça, des fois on va simplement faire une petite mèche, mais c'est en interne que ça se verra. Tac, on va hop réaccumuler, revenir ici. Ici également, il y a plein d'ordres qu'on va refermer, et ensuite on fait des plus hauts. Et là, vous comprenez bien que beaucoup d'entre vous se font avoir là-dedans, dans ce genre de retracement, réaccumulation ici, ou alors dans ce genre de petites choses. Et après cette vidéo, j'espère vraiment que ça va être mieux compris, que vous allez mieux appréhender, premièrement, la fractalité du marché, comprendre que tout ça, ce n'est pas une nouvelle structure ou je ne sais quoi, non, c'est simplement l'exécution d'une plus grosse structure, d'un plus gros biais. Et si vous cherchez à trader n'importe quelle demand zone, donc celle-ci, à chaque fois elle se fait traverser et vous n'êtes pas dans le sens du marché. Le but c'est d'être dans le sens du marché de 1 et d'entrer avec le bon timing. C'est vraiment tout ce qu'il faut chercher à faire. Et là, si vous entrez là, vous êtes dans le bon sens du marché, mais pas sur la bonne échelle de temps. Et donc vous êtes au mauvais timing. Il faut comprendre que tout le marché, c'est que des accumulations, des distributions, des réaccumulations et des redistributions. Maintenant, on ne trade absolument pas que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces accumulations, distribution, réaccumulation ou redistribution, elles sont là simplement pour exécuter un biais. Parce que accumulation, distribution ou réaccumulation ou redistribution, c'est simplement le placement des ordres de la smart money. Tout simplement, c'est rien d'autre que ça. C'est là où elle place ses positions. Et elle place ses positions pourquoi? Pour exécuter un biais, tout simplement. Donc pour anticiper ça, ce genre de réaccumulation à ce niveau-là, en amont, il faut avoir le biais. Lorsque tu es haussier et que tu vois qu'on distribue à ce niveau-là, on ne distribue pas pour faire des plus bas. Non, pas du tout. Toi, puisque tu es haussier, tu sais très bien que ça, c'est simplement une mitigation. On va avoir un retracement, oui, mais ça va être une réaccumulation au final, puisque le biais est haussier. Et donc, ça exécute simplement le biais. Et ce qui est pertinent, c'est quoi? C'est que finalement, à chaque fois, comme tu peux le remarquer, on va créer des espèces de résistance à ce niveau-là. On va créer une espèce de résistance. C'est bénéfique pour la smart money. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va revenir effectuer la mitigation de cette supply, très bien, la dumb money va situer cette grosse résistance. Beaucoup vont entrer en short. Et là, on va venir les liquider. Et si vous voulez, l'énorme majorité, c'est de l'ordre de, 9 personnes sur 10 qui pensent trader du côté de la smart money, et avec notamment une compréhension qui a besoin de liquidité sur le marché, etc., et elle va entrer là, elle va avoir une supply, etc., elle va trouver peut-être une confirmation ou je ne sais quoi, et puis elle va shorter ça. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Elle est du mauvais côté du marché. Donc c'est pour ça, il y a un peu un amalgame qui se fait à vouloir simplifier complètement, alors qu'il ne faut absolument pas. Ne simplifiez pas les choses, c'est très dangereux de faire ça, parce que littéralement ça devient pas bon. Ça devient pas bon du tout, c'est complexe. Faut garder en tête que c'est quelque chose de complexe, c'est le marché. Le marché, il n'est pas simplet, ce n'est pas, vous voyez, quand je vous enseigne les structures de marché, c'est comprendre comment la smart money capitalise sur ses positions. Mais je vous dis pas que le marché, c'est un low, puis un high, puis un low, puis un high, en ligne droite comme ça. Absolument pas. Là, vous voyez la structure du marché qui s'exécute parfaitement. Maintenant, c'est plus complexe que simplement des lows, des highs, des lows respectés parfaitement. Absolument pas. Pourtant, ce que je vous enseigne fonctionne à merveille ici. Une personne qui essaierait de l'appliquer de manière abrupte, ça ne marcherait pas, parce qu'elle simplifierait la chose, elle ne lui donnerait pas de sens, et à chaque fois, elle serait en retard sur le marché, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, d'où l'importance de comprendre l'order flow et sa fractalité, et de trader des scénarios où il y a beaucoup de probabilités, grâce à beaucoup de confluence. Ne pas chercher à tout le temps trader, parce que chercher à tout le temps trader, ça va vous amener en fait à trader plein de demand, plein de supply qui ne sont pas nécessairement
pertinente. Si vous prenez 5 trades par mois, ok, simplement 5 trades par mois parce que vous cherchez uniquement des setups qui sont magnifiques, qui sont parfaits, où il y a toute la confluence du monde, qui sont fabuleux, etc., etc. 5 trades par mois, vous pourrez dégager une très belle performance. D'accord? Alors que chercher à prendre 5 trades tous les jours pendant 20 jours ou même 30 si vous tradez les cryptos le week-end, vous comprenez que c'est pas nécessairement très sélectif, c'est pas forcément la bonne chose à faire, ok? Parce que vous êtes probablement beaucoup moins sélectif dans vos entrées. Tandis que si vous cherchez vraiment une confluence folle, vous aurez un win rate très élevé, ok? Vous ferez attention à la TR, vous aurez une analyse complète, vous ne touchez pas au supply intermédiaire ou au demand intermédiaire, vous attendez bien la demand initiale, vous avez un order flow qui est très bien défini, beaucoup de liquidité sur l'order flow, vous voyez qu'il y a un lot qui est protégé parce que la construction de ce lot est très belle, on a une manipulation parfaite, vous entrez avant la trading range, votre analyse est peut-être, confluencée avec du fondamental si vous le souhaitez, le prêt à combler tout l'imbalance durant le retracement, le risk to reward est bon, etc., etc. Et avec toute la confluence que vous pouvez apporter, vous aurez des super performances et surtout un très bon win rate si vous êtes sélectif, ok, sélectif. Et je pense après cette vidéo, vous comprenez que pourquoi à chaque fois on ralentit dans des demands ou dans des supplies et pourquoi à chaque fois on arrive à chaque fois, les demands ou les supplies sont utilisées. Okay, elles sont toujours utilisées. Maintenant, il faut aller plus loin. Jusque dès lors, vous pensiez et vous intéressiez peut-être à regarder chaque demand, chaque supply, ce qui se passe, et vous remarquez en permanence toujours une réaction. Et cette réaction, c'est ce qui conduit généralement à une entrée pour vous. Parce que là, vous allez avoir une accumulation. Ok, vous allez voir selling climax, automatic rally, second test, voilà. Bref, la création de liquidité, la liquidation. On est sur une demand, vous vous dites peut-être que vous seriez haussier, vous allez entrer ici. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que vous allez vous faire liquider. Et là, vous allez dire, ça marche pas. Sauf que c'est totalement faux. C'est simplement une mauvaise compréhension de l'order flow, de la fractalité, une mauvaise gestion de votre trade. Pourquoi? Ici, on casse la trading range, on est sur une demand intermédiaire, on distribue au-dessus, mais il y a tous les marqueurs comme quoi on va la traverser cette demand. Ok, elle ne va pas tenir. On l'a refermée, on a effectué la mitigation, comme je vous l'explique à ce niveau-là. C'est ce qui implique forcément qu'on ralentit, et derrière, boum, on la traverse. Donc maintenant, je veux vraiment, quand vous soyez, c'est comme vous voulez, mais quand vous êtes sur un graphique, faites attention à ça. Okay. Quelle est la probabilité de cette demand ou de cette supply? Où est-ce qu'on est rendu dans le retracement? Ici, quand on a un retracement important qui commence à prendre place, pensez à l'exemple sur GBP/USD. Okay, on va réaccumuler quasiment partout jusqu'à la dernière supply qui contient l'imbalance, la demand ou la supply initiale dans laquelle on va exécuter le mouvement. Et là, vous trouverez une jolie confirmation qui ne se transformera pas en réaccumulation. Okay, non, là vous aurez une jolie distribution magnifique dans laquelle vous pourrez entrer. Okay, et derrière, ce ne sera pas une réaccumulation, vous voyez. Alors si vous avez raté le trade, vous pouvez réentrer derrière. Mais comprenez-vous que on ne traite pas n'importe quoi, on ne traite pas tout. Là, on a poussé un petit peu peut-être ce que je vous ai enseigné avant, c'est-à-dire le rôle que va avoir certaines demands et certaines supplies. Okay, et là, de la même manière, vous comprenez ensuite quand on descend, oui, on va avoir une réaction sur cette demand zone, mais simplement, ça va être une redistribution. On ne va pas faire des plus hauts. Ok, donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous enseigner ça. J'espère que ça pourra en aider beaucoup, vous aider dans votre compréhension. La prochaine vidéo, elle portera sur le Bitcoin. Ce sera une analyse en fait d'un mouvement qui a eu lieu vraiment pour que vous puissiez comprendre la manipulation. On parlera aussi de fondamental derrière tout ça. On y entrera bien en détail. Donc dans la description, vous retrouverez notre Instagram si vous avez une question ou pas. Alors doucement quand même parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions. On essaie d'y répondre une fois par semaine, donc on les traite toutes les questions. Vous aurez une réponse, ça c'est sûr, mais ça prend environ des fois une semaine, donc ça dépend, hein, mais ça peut prendre jusqu'à une semaine. Vous retrouverez également notre mail. Alors là pareil, doucement également sur les mails. C'est vrai que vous êtes très nombreux, donc voilà. Alors si c'est une question technique, vous aurez une réponse assez rapide. Hein. Maria, la personne qui s'occupe de tous les soucis techniques, etc., vous répondra rapidement. Et puis si c'est une question qui a trait au trading en lui-même, elle me transmettra le message et donc j'y répondrai. Ça prend un peu plus de temps. Donc voilà. Et puis également, dernière chose, notre école en ligne qui est dans la description. Alors juste quand même une petite précision concernant notre école en ligne. Alors juste pour notre école en ligne, il faut quand même prendre en compte que c'est une réelle école, ok, qui demande du travail, qui demande de l'implication. On s'engage personnellement à vous accompagner, à répondre à chaque élève, à chaque question en vidéo ou de manière manuscrite ou même avec des schémas. Il doit y avoir environ 200 heures de contenu. Donc c'est quelque chose de très dense, c'est complexe, ok. Et notre engagement et cette école en ligne ne peut pas porter ses fruits sur 3 ou 4 mois. Ok, c'est pas possible. Vous apprenez un réel métier, une vraie compétence, la compétence de devenir profitable et constant, surtout sur les marchés financiers, avec de belles performances. C'est une compétence qui n'est pas simple à acquérir. Ok, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'implication. Vous apprenez un métier au même titre qu'un ingénieur, qu'un chirurgien. Donc bien évidemment,
évidemment que nous, notre travail ne peut pas porter ses fruits, et le vôtre ne pourra également pas porter ses fruits sur du très très court terme, ça n'existe pas, ok? Et donc ça sert à rien de rejoindre l'école, vous ne prévoyez pas, par exemple, au minimum 6 mois, suivre nos enseignements, ok? Donc ça c'est important à préciser, puisque cette école compte aujourd'hui à peu près 600 élèves, et on ne veut pas que ça perde en qualité, donc c'est important pour nous de rappeler cela. On enseigne un métier, une compétence, qui demande une implication en termes de temps premièrement, d'énergie, de travail, de persévérance, etc., etc. Donc on vous enseigne absolument tout notre système de trading, toutes nos compétences, que ce soit de la compréhension complète de la fractalité du marché, de l'order flow, de la smart money, des placements des institutions. Dans le détail, c'est plus poussé que ce qu'il y a sur YouTube, ok? Donc c'est complexe, faut le prendre en compte. On vous enseigne une gestion du risque en vous partageant nos outils, notre stratégie de drawdown management, également on parle de psychologie, d'économie, de finance dans les différents webinars, donc le côté plus fondamental pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne un marché, comment se placent les plus gros intervenants, comment fonctionne l'économie, ok, et l'impact qu'elle a sur les marchés, les décisions des grandes banques centrales, les conséquences de ce qu'on voit sur les marchés financiers, une monnaie faible, qu'est-ce que ça impacte pour un certain pays, etc., etc., les importations, les exportations, l'impact sur le marché, comment fonctionne le carnet d'ordre au niveau de la création du prix, enfin bref, c'est très 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 complet. On veut vous partager une certaine omniscience en fait dans ce monde de la finance qui est très vaste, mais pour que vous ayez une compréhension complète des marchés, pour que vous compreniez les marchés dans leurs détails, dans leurs moindres détails, pour que vous puissiez spéculer sur des mouvements avec une grande précision, une grande efficacité, que vous ayez une gestion du risque qui est absolument parfaite, en vous partageant notamment nos outils, on vous enseigne à construire votre système de trading, ok, à le raffiner pour qu'il soit le plus efficace possible, le plus affûté possible, le plus précis possible dans son exécution, pour que donc vous compreniez que c'est du travail, ok, et ça ne sert à rien globalement de se lancer là-dedans pour 1 ou 2 mois ou 3 mois, vraiment ce sera une perte de temps pour vous, parce que le métier de trader ce n'est pas quelque chose de simple, ok, alors c'est quelque chose de tout à fait abordable pour n'importe qui, mais il faut que cette personne soit intéressée déjà, il faut que ça lui plaise, il faut qu'elle ait conscience de l'investissement personnel à y mettre, que c'est du travail, faut le dire, mais derrière vous développez une compétence qui une fois maîtrisée sera réutilisée quotidiennement dans toute votre carrière de trader. Une carrière ça peut être 45, 50, 60 ans, ok, donc vous comprenez bien, on n'apprend pas à faire une roulade ou une galipette, on apprend à affûter un outil qu'on réutilise derrière. À l'issue de cet apprentissage, donc il y a pas mal d'élèves qui suivent en fait nos enseignements depuis le tout début, que ce soit sur YouTube ou surtout notre école en ligne, qu'on accompagne pour certains depuis 9-10 mois, voient des résultats. Alors d'autres c'est beaucoup plus rapide, certains ça prend plus de temps, mais ils voient une matérialisation de leurs efforts. Ok, donc c'est très très bien. Pendant le dernier mois et demi là à peu près, on a une grosse quinzaine d'élèves qui ont validé des challenges PropFirm, etc. Donc c'est très très bien, mais ça tombe pas du ciel. Donc c'est passé par beaucoup de travail de leur part, beaucoup de persévérance, d'assiduité, et avec toutes ces conditions réunies, c'est bien évidemment normal qu'ils obtiennent de bons résultats. Donc également une chose à comprendre, vraiment je profite de cette fin de vidéo, il reste probablement plus grand monde, pour apporter ces précisions parce que c'est important pour nous de préserver une qualité au sein de nos élèves et donc pour préserver la qualité de nos enseignements. Donc il y a ce premier point, ok, donc c'est un investissement personnel qui est important, ça prend du temps. Et également donc vous inscrire à cette école en ligne, c'est s'engager à être poli et bienveillant avec tous les autres membres. Ok, c'est très important pour nous, le côté humain est très très important pour nous. Donc pour l'instant tout se passe très très bien parce que justement chaque élève a conscience de ça et faire preuve d'une certaine gentillesse, bienveillance surtout, c'est le mot-clé, la bienveillance, et également faire preuve d'humilité, c'est très très important pour que tout se passe bien, parce que c'est vrai qu'avec 600 élèves, si 598 respectent très très bien tout ça et seulement il y en a 2-3 qui ne sont pas dans la même dynamique, c'est très rapidement très néfaste pour tout le monde. Ok, donc pour l'instant tout se passe très très bien, tout s'est toujours très bien passé, mais on tient à faire ce rappel comme ça pour prévenir au cas où, sinon on sera contraint malheureusement d'arrêter tout ça. Ok, donc voilà, peut-être que ce serait une bonne idée également de songer à vous faire une sorte d'interview avec certains des élèves pour qu'ils vous apportent un petit peu une vue plus globale de leur parcours dans le trading. Alors il y a différents profils, il y en a qui traitent chez des propres firmes, d'autres qui gèrent des fonds privés, comme on l'enseigne dans la partie finale entre guillemets, qui s'appelle comment aller chercher les étoiles, où on vous montre que vous pouvez trader des capitaux d'entreprises, de particuliers, de clients, enfin bref, c'est littéralement infini. Une fois que cette compétence est développée, vous avez créé un système très affûté et précis, un système profitable, performant et très stable, qui va avoir une constance dans ses résultats. Les capitaux, c'est extrêmement simple, ok, allez les chercher, vous pouvez trader des sommes astronomiques, aucun souci, parce que votre compétence est rare, elle est très recherchée. Je dis un truc tout bête, par exemple, vous analysez EURUSD, vous voyez que dans les 3-4 prochaines années, vous pensez que EURUSD va effectuer des plus bas, donc ce qui est mon cas depuis pas mal de temps, ok, donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de mouvements, moi personnellement, et pour des clients short EURUSD, ok, sans levier, donc c'est-à-dire que j'ai bougé du cash en euros vers USD,
Donc je vous donne un exemple, rapidement comme ça. L'entreprise Björk, par exemple, je sais pas, qui est une entreprise allemande, qui est dans l'alimentaire, qui vend des produits alimentaires. Elle est présente partout dans le monde, que ce soit en Europe principalement, mais également dans le Middle East, sur le continent américain également. Mais en grande majorité, ses ventes seraient en Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa trésorerie sera en grande majorité en euros. Elle va donc être très sensible aux fluctuations de l'euro, ok? Étant donné qu'elle va être entre guillemets surcapitalisée sur l'euro. La grande majorité de sa trésorerie sera en euros. Et vous comprenez bien que si EURUSD chute, donc comme on a déjà eu le cas, comme ça a déjà commencé très fortement, et ben leur trésorerie va perdre en valeur et c'est dommage parce qu'ils ne vont pas conserver entre guillemets l'intégralité des bénéfices réalisés puisqu'ils vont avoir une dévaluation. Et donc vous, le mouvement de trésorerie que vous pouvez réaliser, c'est de bouger des euros en dollars pour ainsi préserver cette trésorerie. Et donc, vous pouvez prendre votre commission sur un échange que vous faites, par exemple, pour une entreprise comme ça. Vous prenez peut-être, je sais pas, 1% de la transaction. Vous sauvez ici, du coup, une vingtaine de pourcents, donc c'est absolument colossal. Et là, vous appliquez votre compétence de trader de l'argent sur les marchés financiers. Okay, donc ça, c'est une approche absolument très long terme, donc c'est une possibilité. Vous pouvez trader de manière beaucoup plus active pour compte propre, par exemple, trader vos propres capitaux, ceux de clients, gérer la trésorerie d'une entreprise, etc. Donc des possibilités absolument infinies, c'est ce qu'on explique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On a fait juste une petite mise au point à la fin, je pense que c'est important, je l'ai jamais fait, parce que c'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est je pense important quand même de rappeler ça pour que tout puisse être bien clair et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, plu, elle vous aura fait progresser, je l'espère très intimement. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui sera un exemple en fait sur le Bitcoin où je vais vous expliquer un mouvement dans son détail, d'un point de vue plus fondamental notamment, une manipulation de marché. Je vous expliquais en fait ce qui se passe sur le Bitcoin, la chasse à la liquidité qui a eu lieu, les intérêts qu'avait la smart money derrière tout ça. Vous parlez un petit peu de moi entre guillemets, donc c'est-à-dire de rencontres que j'ai faites, des personnes qui m'ont beaucoup apporté dans mon métier, qui m'ont aidé à mieux comprendre beaucoup de choses, à y voir beaucoup plus clair grâce à leur expérience et m'ouvrir beaucoup de portes surtout. Donc ouais, je pense que ça pourrait être intéressant d'appuyer mes propos avec cela. Et puis voilà, globalement, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve une prochaine fois. Alors n'hésitez pas également à me faire savoir si cette vidéo vous aura plu. Donc si ça vous a plu, le pouce vert, ou je sais plus de quelle couleur il doit être vert je pense, ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Comme ça me permet de savoir. Et n'hésitez pas également à me dire dans l'espace message en bas, commentaire, ça s'appelle. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end. Je ne sais pas quand vous regardez ça. Et puis on se dit à une prochaine. Ciao.